vous prends aujourd'hui, j'ouvre ce vlog. On est mercredi, je l'ouvre assez tard. J'ai pas eu trop le temps de l'ouvrir avant. On va dire que j'ai repris le travail, donc j'ai repris un rythme et j'ai un peu de mal à faire, à vlogger, à travailler, à lire. Voilà, j'ai un peu de mal à tout ça. Mais donc là, je vous prends aujourd'hui surtout pour vous montrer des réceptions. Donc c'est surtout des réceptions Vinted et Momox. Donc en fait, c'est deux sites d'occasion de livres que j'aime beaucoup. Je vais donc vous montrer ça tout de suite. Premier livre que je me suis pris, celui-là. C'est donc un livre de martyr américain, Joyce Carol Oates. Je vous lis le résumé. Si j'arrive à enlever l'étiquette, oh, super. Voilà. 2 novembre 1999, Luther Durfee prend la route du centre des femmes d'une petite ville de l'Ohio et tire sur le docteur Augustus Voorhees, l'un des médecins avorteurs de l'hôpital. De façon remarquable, Joyce Carol Oates dévoile les mécanismes qui ont mené à cet acte meurtrier. Luther Durfee est à la fois un père rongé par la culpabilité et un mari démuni. Pour ne pas sombrer, il se raccroche à son église où il fait la rencontre décisive du professeur Woolman, activiste anti-avortement. Bientôt, il se sent lui aussi investi d'une mission divine, celle de défendre les enfants à naître, peu importe le prix à payer, y compris sa future condamnation à mort. Dans le virulent débat sur l'avortement, chaque camp est convaincu du bien fondé de ses actions. Mené par des idéaux humanistes, Augustus Voorhees a consacré sa vie à la défense du droit des femmes à disposer de leur corps. Les morts des deux hommes laissent leur famille en état de fragilité, en particulier leur fille, Naomi Voorhees et Dawn Durfee, obsédés par la mémoire de leur père. Joyce Carol Oates offre le portrait acéré d'une société ébranlée dans ses valeurs profondes, sans jamais prendre de position, à la rencontre d'une réalité trop complexe pour reposer sur des opinions binaires entre les fœtus avortés, les médecins assassinés ou les soldats de Dieu condamnés à la peine capitale, qui sont les véritables martyrs. Un roman d'une rare puissance, une question qui déchire avec violence le peuple américain. C'est un roman que j'ai vu passer sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ça fait écho à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec le droit de l'avortement qui a été donc révoqué dans plusieurs États. Et je vous avoue que ça m'a révoltée de voir qu'on régresse autant, et surtout qu'un pays comme les États-Unis régresse autant dans les droits de la femme, dans nos droits. Ça m'a révoltée. Et quand j'ai vu ce livre passer, je me suis dit, ça, c'est un livre pour moi. C'est un livre qui parle de politique, qui parle de femmes, des droits, et qui se passe aux États-Unis, c'est encore plus poignant et encore plus convaincant, je trouve. Et en fait, vous montrer les deux points de vue, je trouve ça pas mal aussi, parce que comme ça, on peut aussi on peut aussi peut-être se mettre dans la peau des personnes qui sont contre l'avortement, alors que je vous dis, moi, mettre sur leur peau, ça m'intéresse pas trop parce que c'est pas ce que je pense. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup tenté. Bon, c'est une grosse brique, hein. Plus de 800 pages. Je pense pas le lire tout de suite, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment tapé dans l'œil, et c'est des livres que j'aime bien, c'est des livres engagés et très pressé donc de le lire, pas tout de suite vu quand même la briquette. Après, sur Vinted, je me suis pris ce livre là, c'est un thriller. Je l'ai vu un peu passer, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'appelle donc Enfer de Ismaël Lemonnier. Je vous lis le résumé. Paris, au cœur des catacombes, un homme est retrouvé décapité, une tête de taureau vissée sur le haut de son corps. Un meurtre d'une effroyable cruauté, rapidement suivi d'un deuxième dans une cave de la capitale. Au sein de la brigade criminelle, l'enquête est confiée à un curieux tandem, le capitaine Lothar Kessel, une tête brûlée sur la sellette de l'inspection générale, fait équipe avec une nouvelle recrue, le jeune Clément Charrier, doté d'un QI exceptionnel. Deux flics
aux méthodes, au tempérament diamétralement opposés, qui n'auront d'autre choix que de coopérer lorsque les cadavres commenceront à s'amonceler. Avec autant de raffinement que de perversité, autant d'habileté que d'inhumanité, le tueur semble mettre en scène les 9 siècles de l'enfer décrits par Dante dans la Divine Comédie. Quel genre de monstre, aux méthodes particulièrement violentes, est à l'origine débridé se terre dans les sous-sols parisiens? Le diable en personne? Ça a l'air vraiment top. Vraiment un thriller allaitant. Encore avec l'enfer décrit par Dante, si je me rappelle bien, Inferno, ça parle un peu de ça. Donc encore du Dan Brown. En tout cas, ouais, c'est surtout le fait que ça se passe à Paris qui m'avait beaucoup plu. Moi j'aime bien tout ce qui est thriller un peu parisien, comme j'habite à côté de Paris et que je travaille à Paris. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu parisien, je trouve ça sympa. J'arrive mieux à m'imaginer en fait dans le thriller. Donc voilà, un roman qui me tarde aussi de lire. Bon, celui-ci il fait à peu près 300 pages, je devrais le faire celui-là. Puis ce n'est pas un roman, mais c'est un roman graphique, pardon, excusez-moi. Donc c'est Les filles de Salem de Thomas Gilbert. C'est une BD, une roman graphique que j'ai vu passer sur, je sais plus si c'est Bookstagram, si sûrement. Et en fait quelqu'un disait sur Instagram, ah, il est sorti en version poche. Et moi j'aime bien en fait ces versions poche là. J'ai lu il y a pas très longtemps celui sur la biographie, ah mince, comment elle s'appelle? De Joséphine Baker. Voilà, j'ai oublié en plus, c'était une super BD. De Catel et Bocquet. Et en fait, je crois que c'est à peu près. Oui, je crois que c'est la même collection. Je suis pas sûre, mais ça doit être à peu près la même collection. Et en fait, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tout ce qui est un peu sorcière de Salem, les filles de Salem. Parce qu'en fait, quand j'étais en fac d'histoire, j'ai pas mal travaillé sur la sorcière en France, surtout sur tout ce qui est perception de la sorcière avec des écrits. J'ai fouillé dans les archives sur des choses comme ça, donc c'est des choses qui m'intéressent pas mal et qui m'interpellent beaucoup. Je vais vous lire le résumé. Je me nomme Abigail Hobbs, j'ai 14 ans, j'habite avec mes parents à Salem Village. J'ai vécu une enfance heureuse, à l'abri des soucis. Oui, pas le moindre nuage à l'horizon. Puis, il y eut ce jour fatidique. J'étais dans ma 13e année, je m'en souviens précisément, le jour où tout a commencé. Une plongée passionnante et terrifiante dans l'univers étriqué et oppressant de la colonie de Salem en Nouvelle-Angleterre au XVIe siècle. Et les images ont l'air vraiment top. Parfois, je regarde un peu, ça fait un peu morbide quand même. Ça fait assez peur. Attendez, je vais vous montrer un peu les planches. Attendez, je vais essayer de trouver une planche qui est pas mal. Vous voyez, c'est pas mal, moi je trouve. J'aime bien. Il est tout petit. Ouais, même pas 200 pages. Ça va se lire vite. Et je vois bien ce livre pour octobre. Tout ce qui est sorcière, Salem, ça fait un peu quand même octobre, automne. Donc je me dis que je vais le sortir à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait le tour des livres que j'ai reçus. Donc j'en ai reçu quand même 3, c'est sympa. Je vais vous laisser là. Donc je suis toujours dans ma lecture en cours du Secret Vatican, Scandale Vatican. Bref, de mon thriller historique que je vous ai parlé au dernier vlog. Je pense le finir ce soir. Il me reste moins de 100 pages. Moi, je le dévore. Bon, il y a quelques trucs qui me dérangent un peu, notamment le fait que, en fait, donc il y a plusieurs narrateurs et les narrateurs ils reviennent toujours sur la même chose. Leurs pensées reviennent toujours sur la même chose. Ça, c'est trop chiant. C'est vraiment répétitif et ça me gêne un peu. Je trouve ça trop pompeux. Mais l'histoire, en général, est passionnante. Vraiment, il y a énormément d'anecdotes historiques. Pour ceux qui aiment l'histoire, c'est top. Pour ceux qui ont du mal avec l'histoire, ça peut être un peu moins top. Mais en tout cas, vraiment, c'est un
un très bon roman. Je dirais pas un coup de cœur, mais un très bon roman. Et je suis toujours donc sur ma lecture audio, j'ai pas trop avancé. Je dois être au chapitre 4 de la chronique des Bridgerton sur la sœur Francesca. J'aime bien, j'aime beaucoup même, c'est sympa comme lecture, assez tragique le début, mais vraiment sympa, je m'y plais bien. Je m'y plais bien, non, j'aime bien plutôt. Mais voilà, donc je vous en reparlerai dans une prochaine fois, un autre jour, sûrement demain. Donc sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure. Salut, donc je vous reprends aujourd'hui, on est donc jeudi. Je vous reprends parce que j'ai donc eu une réception de HarperCollins qui est 2 livres pour le prix HarperCollins Poche, donc littérature. Donc je fais partie où je suis jurée. Donc voilà, c'est donc 2 livres. Donc ils nous ont prévenu en début de semaine nous disant qu'en fait on allait recevoir 2 livres. Ça a l'air pas mal historique. Ça a l'air vraiment pas mal. Je vous lis les résumés. Donc le premier, Loin à l'ouest de Delphine Poulain. C'est l'histoire de 4 mauvaises filles. Georges, prénommée ainsi pour qu'elle ait une vie d'homme, l'une des premières à porter des pantalons. Lucie, sa belle-fille, résistante au cours de la Seconde Guerre mondiale. Solange, sa petite-fille à la beauté singulière qui vit l'époque de la libération sexuelle. Et son arrière-petite-fille Octavie qui enquête aujourd'hui sur les femmes de sa famille, leur histoire et leurs mensonges. C'est l'histoire des garçons manqués qui sont des femmes réussies, des héroïnes du quotidien qui ont su réinventer leur vie. De la commune à nos jours, en passant par la période des yéyés, ces pionnières à la fois ordinaires et exceptionnellement indépendantes se débattent avec leurs rêves de liberté corsetés à chaque époque. Un récit haletant, une saga passionnante autour de femmes aussi puissantes qu'attachantes qui tiennent ce premier rôle qui leur a toujours été refusé. Ça a l'air super bien. Encore un roman assez féministe, ça a l'air vraiment super bien. Donc par rapport au premier que j'ai reçu qui fait voilà, 200 pages, il est vraiment tout petit, celui-là il fait quasiment 500 pages. Hein, donc voilà, c'est quand même une petite briquette. C'est vraiment hyper intéressant, vraiment il me tarde de le commencer. Pour l'instant je lis donc le premier roman qu'ils nous ont envoyé, mais je vais pas enchaîner tout de suite avec un autre parce que voilà, j'aurais bien lire autre chose, mais en tout cas ça a l'air top. Le deuxième c'est donc Funérailles molles de Fang Fang. Sur les berges d'une rivière, une femme est découverte, le corps brisé, amnésique, sans passé et sans nom. Le docteur Wu la nomme Ding Xitao, la soigne et finit par l'épouser. De cette union naîtra un fils, King Lin. À la mort de son père, ce dernier devenu homme d'affaires offre à sa mère une retraite paisible dans une grande maison. Mais la vieille dame sombre dans une étrange apathie et revient alors à son fils des détails auxquels il n'avait pas pris garde, son talent pour la broderie, sa connaissance des classiques. Folie ou réminiscence? Pour répondre à ces questions, King Lin décide d'aller au-devant de son passé dans cette Chine rurale qui se souvient encore, et à mesure qu'il déroule le fil de son histoire, c'est celle de son pays, de la réforme agraire à la révolution culturelle, dans ce qu'elle a de plus sombre qui s'ouvre à lui. Un roman puissant sur la transmission, la tentation de l'oubli et le devoir de mémoire. Un gros roman pour comprendre un épisode mal connu de l'histoire de Chine. Ça a l'air super bien. Encore un peu un roman historique, on remonte un peu le temps sur la Chine. Je connais pas énormément la Chine, donc ça va être super intéressant. Aussi pressée de le lire, c'est vraiment, ça a l'air d'être 2 livres poignants et surtout historiques. Et c'est ce que j'aime, donc je suis trop contente. Voilà pour mes 2 réceptions qui sont donc pour le prix HarperCollins Poche. Alors je peux pas vous dire quand est-ce que ça sort, je vous avoue, je ne sais pas du tout. Vous voyez, ça a été imprimé en août 2022, donc là je ne sais pas du tout. Je peux pas vous dire quand est-ce que ça sort, mais en tout cas dès que j'ai un peu plus d'infos, je vous dirai quand est-ce que ça sort. Comme ça, voilà, si ça vous tente de vous les procurer en librairie. Donc voilà pour mes 2 réceptions. Je vais aussi vous faire un update lecture parce que j'ai fini donc hier Le Complot Vatican.
bon, au départ, on va dire que le début donc, du roman était quand même très très prometteur. Comme je vous ai dit, ça ressemblait vraiment à Dan Brown. Moi, j'étais vraiment dedans. J'ai adoré ma lecture. Mais la fin était un peu lourde. Il y avait beaucoup, en fait, comme je vous disais, les personnages, ils rabâchaient. Toujours la même chose, toujours la même chose. Je ne suis pas... Voilà, c'est un personnage, par exemple, qui veut se venger, bah, il est toujours dans sa vengeance. Moi, je trouve ça assez redondant. Il n'y a pas de... il y avait des actions. Il y avait pas mal quand même d'actions à la fin, ça c'est vrai. Pas mal d'actions. Mais la fin, donc il y a ça donc, qui m'a un peu déplu. Mais la fin est très très bien. Parce que la fin, je m'y attendais pas. Et j'ai trouvé que c'était une très belle fin. Et voilà. Et ce que j'ai compris, donc c'est un nouveau personnage en fait, le nouveau héros voilà de Steve Berry. Donc je me demande s'il n'y aura pas d'autres enquêtes de Steve Berry, un peu pareil, parce que comme il travaille pour l'UNESCO, alors un peu tout ce qui est un peu patrimoine et histoire. Donc je suis quand même très intéressée de lire d'autres livres avec ce personnage. Mais je sais aussi que Steve Berry a sorti donc d'autres romans, d'autres thrillers historiques. Et là, je vois par exemple Steve Berry, La conspiration de l'ombre. Il est sorti chez Pocket, je pense qu'il a dû sortir cette année. Bah, ça, par exemple, ça m'intéresse vraiment de pouvoir le lire. C'est vraiment un auteur qui écrit très très bien et qui m'a vraiment fait penser à Dan Brown. Et ça m'a donné envie de relire du Dan Brown. Donc je vous le conseille, c'était une très bonne lecture. Après, donc j'ai donc commencé hier, comme je vous ai dit, Les Falaises de Virginie de Champlan. C'est un livre très très court avec beaucoup de blanc, donc ça va se lire assez vite. Donc je peux vous dire, j'ai déjà lu 100 pages aujourd'hui, donc demain je vais terminer. C'est pour l'instant que j'ai déjà lu, je pense, le résumé il n'y a pas très longtemps. Donc ça parle en fait donc d'une femme qui revient chez sa mère parce que sa mère en fait est morte et elle s'est suicidée. Elle s'est en fait jetée dans un fleuve, le Saint-Laurent. Et elle décide en fait de faire le deuil. Et en faisant le deuil, elle ramasse en fait ses affaires à sa mère et elle va découvrir en fait des carnets que sa grand-mère avait écrits. Et elle va lire, elle va en fait ça va être un petit réconfort pour elle de lire ces pages-là. Elle va aussi rencontrer une femme, une femme qui va aussi essayer de lui changer en fait un peu les idées. Donc voilà, pour l'instant je suis à là. Ça a l'air quand même d'un roman sur le deuil, donc sur comment refaire surface, on va dire, après une perte aussi tragique de quelqu'un de son entourage. Donc ça se passe aussi au Canada. Donc dit Canada, dit dialecte canadien. Donc comment vous voulez dire, il y a des mots, voilà, je ne comprends pas. C'est pas que je ne comprends pas, c'est que j'essaye de deviner. Par exemple, pour dire voiture, ils disent... Faut que je retrouve... Ah, je pensais que c'était par là que j'avais vu le mot voiture. Char, voilà. Char. Mon char. Ça a l'air assez... Voilà, je sais qu'il y en a qui disent... je crois que c'est les filles, ils doivent dire charrette ou carrette, un truc comme ça. Mais en tout cas, eux, ils disent char. Donc, heureusement qu'on devine que c'est voiture. Mais ouais, il y a quelques phrases pour moi, j'ai un peu de mal. Mais bon, on va dire, les premières pages, j'ai eu beaucoup de mal. Et après, ça m'a passé au-dessus. Et je me suis... En fait... ça me gêne plus trop maintenant. Je m'attends à qu'il y ait des mots ou des phrases que je comprends pas, mais que après quand tu le remets dans son contexte, tu comprends après ce que le personnage voulait dire. Après voilà, c'est une lecture quand même qui a l'air assez dure et assez aussi dépaysante, hein, parce que une lecture qui se passe au Canada, moi je pense pas avoir lu un livre qui
parle du Canada. Hein. Donc là, plus précisément, c'est Québec. Hein. Donc le fleuve Saint-Laurent, en fait, j'ai tout de suite su que c'était au Québec quand j'ai dit fleuve Saint-Laurent. En fait, donc ça se passe au Québec, mais les personnages sont originaires d'Islande. Donc parfois ils font un peu ils nous parlent de l'Islande. Donc c'est aussi sympa. Moi j'ai visité l'Islande, donc je trouve ça sympa qu'ils nous décrivent un peu des paysages d'Islande. Donc voilà, pour l'instant c'est prenant, ça assez vite. Je pense le terminer demain, comme je suis déjà à la moitié. Mais après je ne sais pas sur quoi je vais enchaîner, parce que lundi je commence une lecture commune. Je ne sais pas encore. Un tout petit livre, je devrais me trouver. Pareil, de 200 pages. Pour pouvoir enchaîner sur d'autres livres. Voilà. Je vais donc vous laisser là. Pour l'instant, je n'ai plus rien à vous dire. Je crois bien. Je vais vous laisser là. Et donc, je vais vous reprendre un peu plus tard, je pense, dans la semaine. Salut, donc on se retrouve aujourd'hui, on est donc vendredi. Je viens vous faire un petit coucou pour vous montrer en fait, donc vous faire un update lecture et vous montrer le livre que j'ai terminé et celui que je commence. Donc le livre que j'ai terminé, donc c'est le premier livre du prix donc HarperCollins, Les falaises de Virginie de Champlain. Donc comme je vous disais hier, je crois bien, c'était un livre donc canadien qui montre en fait, donc c'est V qui a perdu sa mère, qui s'est jetée dans le fleuve de Saint-Laurent, et elle vient donc chez sa mère et faire un tri dans ses affaires et découvre des cahiers que sa grand-mère avait écrits et dont sa grand-mère en fait parle de sa mère. Depuis le premier jour où est née sa mère jusqu'à ce que sa grand-mère meurt en fait. Donc c'est plusieurs cahiers, elle les retrouve, elle les lit et elle essaye en fait de comprendre aussi la vie de sa mère à travers donc sa grand-mère qu'elle a jamais connue. Voilà, donc on voyage en fait pas mal parce que donc on est déjà au Canada. Donc comme je vous ai dit le jour d'avant, hier, c'était en fait, comme c'est canadien, il y a beaucoup de mots comme char pour voiture qui sont voilà assez difficiles à comprendre et à suivre. C'est vraiment des mots à part qu'on n'a pas nous en France. Donc parfois c'est assez on a l'impression qu'il y a une faute de frappe, mais en fait non, pas du tout, c'est le mot canadien. Et donc on est au Canada, mais on est aussi en Islande. La fin du livre se passe en Islande et c'est top. Les paysages sont pas mal décrits et moi j'aime beaucoup. J'ai voyagé en Islande il y a quelques années et ça me rappelle vraiment ce voyage-là. Donc ça fut quand même un livre très dépaysant, très sympa. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'était un livre très sympa, donc qui parle du deuil, qui parle aussi des femmes en général, de leur de leur liberté aussi, de la liberté d'aimer qui veut, voilà, il y a beaucoup en fait ça en fait dans ce livre là. On se rend compte que ces femmes en fait elles sont assez libres d'esprit et libres de faire ce qu'elles veulent, et c'est un très bel hommage je trouve à ça, et aussi bon, il y a aussi le côté aussi deuil que là c'est un peu différent parce que c'est abordé d'une façon où tu sens que le personnage est voilà, à mal quoi. Et moi je trouve on est quand même bien plongé dans ces sentiments-là de tristesse, d'avoir un mal-être parce qu'on a perdu elle a perdu sa mère. C'est quand même pas mal. Donc voilà, c'était une bonne lecture qui se lit très très vite. Vous voyez, je l'ai lu en 2 jours, donc ça se lit très très vite. Donc très sympa. Je vous dirai quand est-ce qu'il sort, je ne sais pas encore la date. Mais je vous dirai, je pense, quand j'aurai la date, peut-être que je mettrai sur ma vidéo dans la description sur YouTube. Donc j'ai fini celui-là. Et j'ai commencé donc un nouveau roman hier, parce que je me suis dit, pourquoi pas commencer directement un nouveau en même temps, parce que comme il s'y très très vite. Donc j'ai commencé Sara perché ti amo de Serena Giuliano. Serena Giuliano, j'en ai pas encore parlé dans mes vidéos, c'est une autrice que j'aime beaucoup.
Donc je l'ai découvert, en fait je l'ai découvert en même temps que Bookstagram, donc c'est assez marrant. J'ai donc le premier livre que j'ai lu d'elle, c'est Mamma Maria, c'est pas son nom? Non, Ciao Bella. Je crois que c'est un de ses premiers romans. Ciao Bella, et ça m'a plongée dans son univers où elle mêle donc rire, pleurs, et c'est ça que j'aime en fait dans ces auteurs-là, c'est vraiment un univers où tu passes par tous les sentiments, et c'est ce que j'aime beaucoup chez ces auteurs. Donc j'ai lu pour l'instant Ciao Bella, Luna, et donc là je lis Sera Perché Amo. Donc il est sorti cette année. Je vous avoue que d'habitude j'achète le poche. Mais j'étais donc au salon du livre de Paris en avril, je crois bien. Et je vois Serena Giuliano toute seule. Personne en face d'elle. Vraiment personne pour se faire signer son livre. Et je fais non, c'est pas vrai. Alors que c'est quand même une auteure qui est assez aimée en fait. Et c'est bizarre ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis bon, bah c'est pas grave, je vais prendre son nouveau parce que en fait j'ai tous les anciens dans la poche. Donc je suis bon, bah c'est pas grave, je vais prendre le nouveau. Et voilà, donc j'ai une belle dédicace au début du livre. Donc je suis bien contente. C'est vraiment voilà, une de mes auteurs favorites. Donc très contente de pouvoir lire. En plus c'est vraiment estival, cette couverture elle est vraiment magnifique, moi je trouve. Donc je m'y sens déjà en Italie. Je vais vous lire si vous voulez le résumé. Alors, juillet 2021, deux couples d'amis se retrouvent à Procida, dans le sud de l'Italie. Alba, Valentin et leur bébé semblent former une famille heureuse. Mais en plein postpartum, miné par ses nuits trop courtes, Alba ne sait plus bien qui elle est, ni ce qu'elle désire. D'autant que son ex choisit ce moment pour réapparaître sur l'île. Gabriel et Nino passent leurs premières vacances ensemble. Gabriel croit avoir enfin trouvé le prince charmant, italien, charismatique, même si un brin autoritaire. Nino est celui qui devrait lui apporter la confiance dont elle manque cruellement. Et si ce séjour agissait comme un déclic? Et si chacun d'entre eux venait à douter de ses sentiments? Voilà, encore un résumé qui donne très envie. Donc voilà, en plus moi, en fait, chaque roman se passe en Italie. Et moi, l'Italie, j'ai une façon... En fait, j'adore l'Italie, j'ai voyagé au moins 5-6 fois en Italie. C'est vraiment un pays où je pense que en dehors de la France, je pourrais vivre en Italie tellement j'adore ce pays. Je parle italien, donc ça aide aussi beaucoup. Donc vraiment, Serena Giuliano, dès qu'elle sort un livre, ça m'attire tout de suite et je voyage avec elle. Le dernier, Luna, j'avais voyagé à Naples et Naples, j'avais adoré Naples et j'avais l'impression de revenir à Naples et j'ai encore envie d'y aller. Voilà, donc oui, je remercie Serena Giuliano de me faire voyager, me faire revoyager en Italie et qui me donne encore plus envie de partir en vacances. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre à vous dire. Je sais pas si je vous reprends ce week-end parce que donc c'est un week-end de 3 jours. C'est le week-end du 15 août. Je sais pas si je vous reprends en fait ce week-end. Je pense pas vous publier le vlog dès lundi. Je pense que je vais attendre un peu dans la semaine pour pouvoir le monter et faire un peu plus voilà, un peu plus le peaufiner. Parce que je regrette parfois qu'il soit assez bâclé. Parfois j'ai pas le temps et je vous bâcle ça et j'ai pas envie de trop vous bâcler. Donc je vais donc vous laisser là. Donc à tout à l'heure. Aujourd'hui on est donc lundi, je vous retrouve
parce que je viens clôturer ce vlog, je viens donc vous montrer un peu la lecture donc, que j'ai finie et la lecture que j'ai entamée. Alors j'ai donc fini Sarah Perchetti Amo de Serena Giuliano, je l'ai fini donc hier soir. C'était une très bonne lecture. Serena Giuliano a encore réussi à me transporter en Italie, à voyager en Italie, qui reste pour moi quand même une destination idyllique et fantastique, bon fantastique, je dirais magnifique plutôt. Et voilà, je suis super contente de cette lecture, ça a été une très bonne lecture. Donc on suit donc dans ce roman deux femmes, on suit Alba et Gabrielle. Alba est donc mariée avec Valentin et viennent d'avoir un enfant qui a 3 mois et ils viennent donc en vacances à Procida. En fait Alba a une maison de famille là-bas et elle va donc elle va en fait tous les étés là-bas de juillet-août, elle passe ses étés à Procida. Elle arrive là-bas et elle a invité donc cette fois-ci, ou je sais plus, ou en tout cas le meilleur ami de son mari qui est donc Nino, un Italien, vient à Procida avec sa copine qui est donc Gabrielle. Gabrielle, elle, c'est une jeune femme plutôt qui a 26 ans et qui est assez encore enfant. Elle découvre un peu, comment dire... elle découvre en fait l'Italie parce que pour elle, voilà, elle est issue d'une famille assez pauvre, elle a jamais voyagé et là, voilà, c'est vraiment son premier voyage avec donc, son copain Nino. Nino, c'est donc on va dire, pas son premier amour, mais elle pense que c'est l'homme de sa vie. Et Nino, c'est l'italien par excellence, machiste, assez, comment dire, assez... voilà, vraiment c'est la caricature du mec. C'est pas du mec beau gosse qui le sait et qui en joue. Voilà. Et donc ces deux femmes-là vont se retrouver. Elles sont en fait dans deux parties ils sont en fait, il y en a une qui commence, on va dire, à devenir adulte, et il y en a une autre, en fait, elle se rend compte que d'être mère, en fait, qu'elle est trop catégorisée comme mère et que avant tout c'est une femme. Et Alba, donc celle qui est originaire qui a donc sa maison de vacances, va découvrir que son ex revient sur cette île et ça va un peu perturber toute sa vie. Elle se sent pas bien dans sa peau parce qu'elle vient donc d'accoucher. Elle est assez comment dire, elle aime pas, voilà, elle aime pas son corps. Elle a l'impression de plus plaire en fait, mais elle a toujours ce caractère, un caractère très italien, très piquant. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Ces deux personnages-là sont très attachants. J'ai pas trouvé de traits de caractère qui m'ont déplu, moi je trouve pas. C'était vraiment des personnages qui m'ont marqué et à chaque fois que j'ai arrêté ma lecture, j'y pensais toute la journée et je me disais, faut vraiment que j'y retourne parce que ça me donne vraiment envie. Donc voilà, c'était un très bon roman. Pas un coup de cœur parce que j'irais pas dire que c'était mon plus gros coup de cœur, mais en tout cas c'était une très bonne lecture, une lecture estivale, une lecture vraiment d'été. Que je vous conseille vraiment et voilà, pour faire un petit voyage en Italie. Donc j'ai fini celui-ci hier, j'ai donc entamé une nouvelle lecture avec donc mes copines, donc Margot et Méline du book club des 10 petites lectrices. Donc on s'était dit en fait c'est vrai que on voulait s'organiser une lecture commune à plusieurs, et il y avait Emeline et Émilie, on était à Gilbert Joseph et on s'était dit bon, pourquoi pas faire sur voilà, Jane Austen, Orgueil et Préjugés. Emeline a déjà lu le livre et je crois que Margot et moi on le découvre. Pour l'instant, vous voyez, je suis au chapitre 5, hein, j'ai lu 22 pages, j'en sais rien. Voilà, c'est pour moi une première. Je découvre donc la plume de Jane Austen, qui est une très belle plume pour l'instant, qui est très fluide, et on suit donc les aventures de Elizabeth Bennet et de Monsieur Darcy
Bon, je pourrais vous faire un résumé parce que je pense que vous êtes beaucoup à connaître ce livre. Mais voilà, c'est l'histoire en fait d'une famille, donc des Bennett, qui ont donc plusieurs filles, 5 filles si je me trompe pas. Et elle essaie en fait, c'est une famille qui essaie de marier ces filles-là, dont Elisabeth. Et il y a un nouveau en fait, il y a un nouveau, un nouveau voisin qui arrive de par chez eux, et ce nouveau voisin arrive en fait avec des nouvelles têtes, dont Monsieur Darcy. Et Monsieur Darcy est un homme qui est décrit comme voilà, vaniteux, déplaisant, qui prend les gens de haut. Et en fait, c'est vraiment la caricature du mec qui est qu'on n'a pas envie de connaître, quoi. C'est un mec... on se demande pourquoi il vient à des balles alors que il y a plein de balles, et pourquoi il vient à ce bal-là avec son pote, quoi. Mais bon, c'est voilà, je vous fais un peu un résumé en gros. Voilà, pour l'instant c'est une très très bonne. Moi voilà, c'est une bonne lecture. Je suis impatiente de pouvoir bien entamer ce roman. Donc j'ai terminé pour tout ça. J'ai reçu d'autres livres. Je préfère vous le montrer dans le prochain vlog, parce que bon, c'est là, je crois que déjà il fait à peu près un peu plus de 30 minutes ce vlog. Donc je vais m'arrêter là et je vais donc vous parler des autres livres donc, que j'ai eus pour le prochain vlog. Donc sur ce, je vous souhaite donc de très bonnes lectures. J'espère que ce vlog vous a plu et vous a donné envie de découvrir un de ces romans. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis donc à très bientôt.